Chers élèves, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour vous faire part de cet élément de correction, cette proposition de correction pour le sujet de réflexion que nous avons commencé en classe et que vos délégués m'ont envoyé. Donc, je vous montre le document dans son ensemble. Vous voyez ici tout en couleur l'introduction. J'ai sauté 2 lignes, je passe à la rédaction de mon premier paragraphe et en fin de compte, on voit très bien que j'ai 1, 2, 3 paragraphes. On les distingue immédiatement parce qu'il y a 2 lignes sautées et parce que j'ai 3 alinéas. D'accord ? Et puis la conclusion. Alors j'ai mis un système de couleurs, j'ai mis en gras entre crochets, ce qui ne devra pas figurer dans votre travail bien entendu, les étapes de la réflexion. Donc vous voyez que pour chaque paragraphe, c'est l'ordre des couleurs qui est le même en fait, j'ai utilisé la même façon de faire à chaque fois qui me paraît être la plus efficace. Donc dans un premier temps en rouge, la thèse, qui fait, vous le voyez à chaque fois, une ligne ou 2, 3 maximum. L'argument, 2, 3, 4 lignes maximum. Et puis, beaucoup plus important, en bleu, l'exemple, parce que l'exemple doit être absolument développé, précis. C'est lui qui va en fait appuyer toute votre argumentation. D'accord ? Donc je vais revenir dans le détail maintenant. Hop, je zoome un petit peu pour que ce soit clair. Et je reprends, vous voyez, il y a mes 5 étapes, 5 couleurs, 5 étapes de l'introduction, l'amorce, l'insertion du sujet, l'analyse du sujet, la problématique et puis l'annonce du plan, où j'ai mis en gras les connecteurs logiques. Donc, comme un roman, vous remarquez que mon titre est souligné. Daniel Pénac propose les 10 droits du lecteur qui montrent les libertés que celui-ci peut prendre. En quoi la lecture est-elle source de liberté ? La lecture est l'acte de lire toujours confondu, théâtre, poésie, roman, etc. La liberté consiste à faire quelque chose qui ne dépend que de soi. Alors, quelles sont les libertés du lecteur ? Et j'annonce mon plan. Première partie. La lecture favorise l'imagination et permet de se plonger dans un autre monde. Deuxième partie, par conséquent, il y a un rapport logique entre les deux, cette immersion donne la liberté au lecteur de s'identifier au personnage et d'en ressentir les émotions. Troisième partie, ainsi, même chose, rapport logique très fort, le lecteur peut acquérir un sens critique sur l'œuvre et le monde et donc développer sa liberté de penser. Alors j'y vais pour mon premier paragraphe et je donne dans un premier temps ma thèse. Inutile de vous encombrer de « on peut voir ceci », il faut imaginer cela, je veux, non, je vous ai dit, s'il vous plaît, évitez le je, le nous, si vous n'arrivez pas à faire autrement, faites-le, mais vous voyez là qu'on peut le faire de manière très très simple, sans mettre des je, des nous, des on, voilà. La première liberté qu'offre la lecture est celle de découvrir un monde nouveau qui peut être créé de toutes pièces par un auteur. Mon argument est le suivant, cette création permet à l'auteur de susciter la complicité du lecteur, de l'intégrer pleinement à ce monde nouveau, en même temps qu'il le lui fait découvrir. De cette manière, le lecteur développe son imagination grâce aux indications du romancier, par exemple. Je cite le romancier puisque mon exemple est celui de J.K. Rowling. Alors vous voyez, j'ai marqué exemple entre crochets. On va éviter d'alourdir le travail par des « par exemple », comme dans l'exemple suivant. Tout ça, c'est pas très joli. Annoncez directement votre exemple, c'est franchement plus simple. J.K. Rowling, lorsqu'elle écrit la saga Harry Potter, présente d'emblée un monde magique avec des personnages qui se transforment et qui sont dotés de pouvoirs. J'approfondis un petit peu mon exemple. Le professeur Dumbledore capte les lumières des réverbères, tandis que l'enseignante, McGonagall, se transforme en chat. Toutefois, le jeune Harry ignore ses capacités de sorcier. Lorsqu'il apprend qu'il en est un, et lorsqu'il découvre ce monde, il est le premier surpris de voir tout ce qui s'y passe. Et c'est ainsi que le lecteur découvre en même temps que lui la possibilité de voler sur un balai, de faire des potions, la cape d'invisibilité, on va enlever ce vilain S, d'où l'étape de relecture qui est absolument nécessaire, la cape d'invisibilité des créatures fantastiques. Or, et là je peux mettre mon mot outil en gras pour que vous les repariez bien, or, si cette découverte s'accompagne d'émotions fortes pour le personnage, il en va de même pour le lecteur qui s'est identifié à Harry. Je peux donc passer à mon deuxième paragraphe. La plongée dans le monde créé par l'auteur permet donc au lecteur de ressentir des émotions. Mon argument est le suivant. Ces émotions peuvent être de toutes sortes.
tristesse, joie, culpabilité, doute, etc. Et elles permettent au lecteur de développer ses propres émotions, le rendant capable de plus d'empathie, c'est-à-dire apte à ressentir les émotions des autres dans la vie réelle. En lisant Le Grand Maulne, vous voyez que j'ai souligné mon exemple, le lecteur est transporté dans la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire dans un monde qu'il ne connaît plus aujourd'hui. Cela lui permet d'appréhender les moyens de déplacement à l'époque, le mode de vie, mais plus que cela, il s'identifie à François Sorel, ce jeune garçon qui devient ami avec Augustin Maulne. Avec lui, il cherche le lieu de l'aventure extraordinaire qu'a vécu Maulne, avec lui, il vit ses peines de cœur. Mais la complexité du roman offre au lecteur le même panel d'émotions. Le lecteur rit avec les enfants, mais il pleure avec eux également, comme lors de la mort d'Yvonne de Galais ou lors du retour d'Augustin qui vient enlever sa petite fille à François. Je peux donc maintenant basculer, maintenant que j'ai posé ce constat-là, des émotions du lecteur, je peux basculer vers ma troisième partie, vers mon troisième paragraphe. Or, vous voyez à nouveau un petit mot, c'est un mot que j'affectionne un petit peu. Toutes ces émotions demandent au lecteur une exigence particulière. Il ne doit pas se laisser duper par ses sentiments, mais au contraire faire preuve de discernement. En effet, la lecture offre la vision d'un monde particulier au lecteur, mais c'est un monde sur lequel l'auteur l'amène à réfléchir. Et là, je me rends compte que ça ne va pas ce que j'ai fait. Bien. Alors, j'ai changé l'exemple puisque vous n'avez pas travaillé le même programme dans les deux classes. Même si j'ai utilisé la même base de documents, il faut quand même que j'adapte les exemples. Alors, je relis, je vois que je n'ai pas souligné, donc je souligne. La lecture offre la vision d'un monde particulier au lecteur, un monde sur lequel l'auteur amène à réfléchir. Lorsque George Orwell rédige La ferme des animaux, il donne à son récit l'allure d'une fable plaisante. C'est un apologue qui a une visée didactique. En fait, Orwell utilise des animaux pour faire passer des idées bien plus profondes. En montrant l'organisation de cette ferme, il montre les rouages d'un communisme extrême qui a fait des ravages dans l'histoire de l'URSS. S'il choisit par exemple le nom de Napoléon pour le cochon qui dirige tout, c'est par référence au dictateur français. Orwell illustre donc, on va remettre le nom de l'auteur, c'est plus simple, c'est plus précis. Orwell illustre donc de manière ludique et simple un pan de l'histoire russe pour la rendre plus facile à comprendre au lecteur et ainsi l'inciter à réfléchir sur le monde qui l'entoure. Donc j'en viens à ma conclusion et vous voyez, j'ai repris le même code couleur. La question ici c'était quelles sont les libertés du lecteur? Je réponds ceci. La lecture offre d'immenses libertés au lecteur. La première étant de pouvoir voyager dans le temps et dans l'espace pour découvrir des pays et des époques différentes, mais également dans des réalités différentes, comme celles offertes par la fantaisie ou la science-fiction. Une seconde liberté, j'utilise bien une parce qu'en fait il y en a plein d'autres, une seconde est celle de ressentir un panel d'émotions très large, rendant le lecteur capable de ressentir de nouvelles émotions et le rendant plus sensible aux autres, au monde immédiat qui l'entoure, alors même qu'il ne lit que de la fiction. Alors ça c'est très important, je vous avais expliqué qu'on devait garder quelques billes pour la conclusion, pour la rendre encore plus intéressante. Finalement, ça c'est ma chantilly sur ma glace, d'accord? Je veux expliquer que, quel que soit le livre qu'on lit, quelle que soit l'époque concernée par ce livre-là, finalement notre lecture influe sur notre perception d'un monde actuel. D'accord? On lit certes quelque chose qui n'existe pas, mais qui nous forme à comprendre le monde qui nous entoure aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Enfin, je dresse un bilan aussi de tout ce que j'ai dit. Ces sentiments provoqueront un goût ou un dégoût pour l'œuvre, car le lecteur n'est pas obligé de l'aimer. Je rappelle que le sujet ne nous invitait pas à faire une espèce de thèse-antithèse, il ne s'agissait pas de dire en quoi ça privait le lecteur de liberté, il s'agissait d'étudier différentes formes de liberté. Mais on peut dire quand même qu'une des libertés de l'auteur, du lecteur, en conclusion, c'est de ne pas aimer un livre. Ainsi, il peut choisir d'en arrêter la lecture, de sauter des passages de l'œuvre ou, comme s'y prêtent parfaitement les recueils poétiques, de ne choisir que quelques extraits à lire. Enfin, pour bien terminer votre travail, si vous arrivez à faire une ouverture, c'est évidemment idéal. Ici, je vous propose la suivante. Pour toutes ces raisons, nombre d'œuvres littéraires ont donné naissance à des œuvres d'art, qu'il s'agisse de tableaux, de films, de musique. Il est important d'étendre sa liberté de lecteur jusqu'à connaître ses références de culture générale, je vais enlever les S, relecture,
Ces références de culture générale pour enrichir sa propre interprétation de l'œuvre lue. Hop, et je vais rajouter sa propre compréhension du monde. Hein. Là, on revient bien à ce qu'on disait juste avant. La lecture, c'est important pour comprendre le monde, mais la culture générale au sens large l'est tout autant. Tac. Voilà, ainsi j'ai terminé ce travail. Vous pouvez le relire à tête reposée, revoir ses explications. J'espère que tout était clair pour vous. Si jamais ça ne l'était pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. En attendant, je vous souhaite à tous un bon travail et je vous dis à bientôt.